Bonjour tout le monde et bienvenue. Soyez les bienvenus sur les différentes chaînes de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple ou sinon FNL Freedom euh, pour les nouvelles. Vous avez également mon Twitter Samuel Grenier, vous avez ma page publique ou Samuel Grenier blogueur. Aujourd'hui, en ce mardi 12 juillet, j'ai le plaisir d'être accompagné par Daniel Brisson afin qu'on puisse recevoir Anne-Laure Bonnel, une spécialiste du documentaire et auteure du film Donbass. Daniel, bonjour, merci d'être là. Oui. Bonjour Samuel, bonjour Anne-Laure, bonjour à tous les téléspectateurs web. Bienvenue à cette émission exceptionnelle. Vous allez découvrir une personne exceptionnelle aussi qui se bat actuellement contre vents et marées pour diffuser de l'information et on va couvrir cette actualité avec ce qui se passe en Europe, l'Ukraine, Russie et autres. Anne-Laure, merci beaucoup d'être là. Bienvenue. Merci de me recevoir. Merci pour cette jolie présentation. Anne-Laure, on te connaît par... premièrement, on peut mentionner pour les gens qui nous écoutent qu'on a statué sur le fait qu'on pouvait se tutoyer. Donc, on a eu une rencontre avant la diffusion. Et puis, nous allons nous tutoyer, mais évidemment, vous comprenez tout le respect que j'ai pour la personne d'Anne-Laure Bonnel. On te suit, Anne-Laure. On a la chance de te découvrir à travers tes documentaires, à travers tes interventions également. On en est à se poser énormément de questions lorsqu'on te suit. À quel âge que tu as décidé que tu en ferais une profession, un métier? Alors, avant d'en faire une profession, j'ai commencé à travailler pour différentes sociétés de production parisiennes, les plus grands groupes, les plus grandes sociétés de production parisiennes, où j'ai développé comme co-auteur de films documentaires, des films pour des catalogues. J'ai travaillé pour France Télévisions, j'ai collaboré pour des projets destinés à Arte, etc. Donc j'ai baigné très longtemps à partir de 2013 dans le microcosme parisien du cinéma documentaire. J'ai en parallèle à ça, j'ai commencé à enseigner à l'université Paris 1 Sorbonne l'écriture du cinéma documentaire, sa conception, sa réalisation dès 2007. En 2014, j'ai gagné le concours de TV Lab France Télé du meilleur programme télévision flux élu par les internautes. C'est un programme qui a été développé par une maison de production qui s'appelle Black Moon. J'ai travaillé à sa réussite, j'ai accompagné le producteur et nous avons collaboré pour imaginer un programme destiné à la télévision. Ce programme a été donc, je me répète, élu comme meilleur programme par les internautes après une sélection avec un jury. Suite à toutes ces expériences où j'ai pu acquérir toutes les capacités d'écriture, d'enquête, de recherche, de réalisation, de conception, je suis partie pour le Donbass en 2014 et voilà, je vais vous faire une confidence, j'ai jamais eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Au départ, je ne devais pas réaliser le film. Je suis partie pour faire des repérages dans le Donbass suite à la guerre civile qui a éclaté là-bas dès 2014. Et je devais ramener donc suffisamment de matière pour développer un scénario et trouver des financements. Il y avait déjà un réalisateur qui était pressenti pour ce projet. Le réalisateur, quand il a vu les images, et la violence surtout des images, m'a dit attends Anne-Laure, là c'est pas possible, je pars pas, c'est trop, ça bombarde trop, je ne suis plus le projet. Alors là je me dis bon bah écoute, vu que les images que j'avais ramenées plaisaient au producteur en question, il m'a dit bon est-ce que tu te sens de faire ce film? Et j'ai dit ok, on y va, je me lance, j'y vais. Donc vous voyez, c'est tout un facteur assez non pas hasardeux, mais enfin, au départ, j'aurais pas dû être la réalisatrice. Je le suis devenue. J'ai ramené des images qui étaient destinées à des sortes de repérages. Les bombardements étaient importants. Les personnes qui étaient pressenties pour réaliser ce film ont eu peur.
Et donc, je me suis retrouvée lancée dans le documentaire en zone de guerre suite à ce désistement. J'y suis allée ensuite à plusieurs reprises, en 2015, 2016. J'ai fait 3 voyages d'une quinzaine de jours à peu près dans le Donbass, donc le Donbass dans la région de Donetsk et Lugansk. Et nous avons fait un film. Je suis partie, je le précise, parce que beaucoup de gens ont dit que les images étaient le fruit de séparatistes, etc. Alors oui, je suis partie en zone séparatiste, c'est vrai, mais j'ai fait la demande pour partir à Kiev, qui me l'a refusé. Faut le savoir, sinon j'aurais filmé les 2 côtés. Ça n'a pas été possible et ce n'est pas de mon propre fait. Hein, c'est une décision qui revient là aux autorités ukrainiennes. Mais surtout, je suis partie là-bas avec un Ukrainien, un ancien légionnaire, donc un militaire français qui a intégré la Légion étrangère en France, qui donc s'est fait naturaliser français, qui est toujours, puisqu'il en dit, ukrainien de Tcherkassy. Donc, quand on vous dit que les images de Donbass, mon premier documentaire, sont le fruit de la propagande séparatiste, ça ne tient pas la route. Je rappelle, je suis partie avec un légionnaire et ukrainien. Donc, laissez-moi vous dire qu'il connaît parfaitement la zone et que j'étais accompagnée d'une équipe qui tenait vraiment la route. Je précise également que cette personne avait ou a encore, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, une association d'aide humanitaire dans cette zone. Donc, je ne vois pas en quoi mes images ont été le fruit de la propagande en 2015 des pro-russes. Voilà, c'est bien qu'on ait l'occasion d'en parler parce que ça montre toute la crédibilité de ces images qui ont été dénigrées alors qu'elles sont le fruit de personnes qui connaissent parfaitement la zone. Vous voyez, parfaitement. Je pense que je ne pourrais pas trouver un meilleur fixeur qu'un Ukrainien et naturalisé français, qui plus est de la Légion étrangère. Bon, ça, visiblement, ça n'a pas intéressé les médias français. Est-ce que j'ai répondu à la question? Non, mais c'est dingue, non? Oui, mais un point là-dessus, c'est vraiment bizarre parce que quand il y a eu les images du Liban dans les années 80 ou des images de l'Afghanistan, ça ne semblait pas déranger du tout ce type d'images de combat, de zone de combat. Et là, soudainement, cet aspect-là, ça dérange. Alors, ça dérange, mais surtout, pourquoi ça dérange? Je ne sais pas. Enfin, je ma petite idée, mais je ne rentrerai pas dans ce détail. Mais c'est surtout là, quand même un problème de professionnalisme de la part de mes confrères qui ont enquêté pendant des semaines et des semaines sur les images de Donbass 2016 et qui n'ont même pas réussi à retrouver la source et le fixeur, qui est, je vous le rappelle, ukrainien. Alors, peut-être qu'ils l'ont eu et qu'ils n'ont pas osé le dire. Donc, ces images qu'elles dérangent, certes, mais elles ont été taxées de propagande pro-russe. C'est malhonnête intellectuellement, puisque c'est tourné avec 2 Français, dont un ancien militaire français. Je veux dire, c'est simplement là quelque chose, au-delà du fait de déranger, c'est vraiment la volonté de dénigrer et de discréditer des images qui devraient être et qui sont inattaquables. Moi, c'est ça qui m'attriste dans le déroulement des faits. C'est la remise en question d'images qui ne pouvaient pas être attaquées une seule seconde. D'ailleurs, deuxième petite confidence que je n'ai pas eu l'occasion d'expliquer, il faut savoir que quand je suis partie dans le Donbass en 2015 à plusieurs reprises, je suis partie avec un producteur français, pas parti comme ça, on ne part pas en zone de guerre comme ça, faut le savoir. Hein. Alors, rien ne s'improvise en zone de guerre, il faut de l'administratif, des assurances, etc. C'est très codifié et pour toutes les zones, partout, si vous n'avez pas des assurances, un producteur, vous ne passez. Mais surtout, j'étais en contact avec France Télévisions qui me demandait de renvoyer et de regarder les images. J'ai fait plusieurs visionnages de Donbass 2015 avec France Télévisions. Donc ces images ont été vues, reçues, accompagnées et puis alors dénigrées. Voilà. Justement. Mais en tout cas, sachez simplement que la manière dont j'ai travaillé a été ultra professionnelle.
J'ai passé des années en maison de production. Je sais comment ça se passe. Je connais mon métier. Donc, pourquoi un tel discrédit? Pourquoi une volonté de déni sur une population civile, d'autant plus que pour ceux qui ont vu le documentaire, il est apolitique. Ok, je me retrouve du côté séparatiste, mais enfin, un civil et des c'est là que ça se passe. Des victimes. Et c'est quand même là que ça se passe. C'est là où, je le rappelle, en 2014, 2015, on a donc deux groupes entre des pro-occidentaux et des pro-russes, pour simplifier au maximum, pour pas que ce soit pénible à écouter pour les auditeurs, qui se font une guerre civile suite à la révolution de Maïdan. C'est sanglant. On a, alors je précise, à l'époque, de nombreux morts, principalement des morts militaires, certes, mais quand même des civils, il faut le dire. On a comptabilisé 15 000 morts. Je précise encore une fois, parce qu'on a beaucoup fait ce reproche, je parle de décès de militaires, certes, mais il y a eu des civils. Et alors, il ne faudrait pas les filmer là-bas? Mais enfin, pourquoi? Voilà. Je vous laisse rebondir, mais... Est-ce que... dans cette profession, on a marché sur la tête depuis 2014. C'est vraiment incohérent de A à Z, ce qui s'est passé, à tous les niveaux. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous, pour toi, Anne-Laure, de tourner ces images, de réaliser ces documentaires, de raconter cette histoire ou ce combat contre la censure dont tu es victime? Alors, pour 2022? Pour 2022, mais on peut le recontextualiser en fonction là, on voit bien là, qu'on cherche à vous taire. Le plus difficile pour moi, enfin, le plus difficile, c'est, enfin, le plus difficile, le plus, c'est de faire comprendre que c'est important pour le grand public de comprendre que déjà d'une part, il faut remonter à 2014, à minima 2014 pour comprendre ce qui se passe en 2022. Cette guerre, bon, l'invasion a débuté le 24 février, certes, mais c'est un conflit qui a pris corps il y a 8 ans, qui n'a pas du tout été médiatisé comme il aurait dû l'être, qui a fait l'objet d'un échec diplomatique, ouais, qui aurait peut-être pu ne pas aboutir. Enfin, si tout s'était passé idéalement, on n'aurait peut-être pas ce conflit qui est aujourd'hui mondialisé sur notre territoire. Donc, le plus difficile pour moi, c'est d'arriver à expliquer que une partie, je dis pas tous, une partie de mes confrères, je suis obligée, enfin, je peux pas dire les choses autrement, mais mentent de la façon suivante, en ayant caché mes images, en me traitant de pro-russe, c'est une manière d'apporter du discrédit, en reniant des pertes et en effaçant des preuves, parce que toutes les interviews auxquelles j'ai répondu quand j'étais dans le Donbass et après quand je suis rentrée, à toutes les personnes qui m'ont demandé des interviews, j'ai envoyé les images que j'avais tournées en 2015. J'ai envoyé les preuves d'exaction des deux côtés, pas d'un côté, des deux côtés. Les seuls retours que j'ai eus ont été, elle est au service des Russes. Aucune mention sur les exactions que j'avais rapportées. Donc c'est très difficile pour moi, même si je m'en doutais un peu, pour être tout à fait honnête, aujourd'hui d'accorder du crédit au traitement médiatique qui est fait. Voilà. Et malgré votre professionnalisme, votre expérience, vos prix, ils ont en effet, BFM TV, entre autres, une entrevue, avait essayé de vous associer à la Russie comme pro-russe. Tu peux le répéter, tu n'es pas une pro-russe, tu n'es pas pro-Ukraine, tu rapportes les faits. Et ils ont été hypocritement en essayant de t'associer à la Russie parce que ça ne faisait pas leur affaire, ce discours, de montrer ça. J'ai trouvé ça assez spécial, malgré ton professionnalisme, justement, et ton expérience.
Eh bien, écoutez, visiblement aujourd'hui le débat est devenu très compliqué. Hein, c'est les médias et beaucoup de gens en général, hein, que ce soit des politiques ou autres, ont pris la fâcheuse habitude de dire tu es pro-américain ou tu es pro-russe. Mais on peut aujourd'hui penser simplement de façon factuelle et désintéressée et de façon neutre, ça échappe à tout le monde. Il faut tout de suite vous mettre une étiquette. On est rentré dans une société de l'étiquette. Tu es ci, tu es ça. Bon, c'est plus complexe que ça, le réel. Le réel, c'est l'histoire. Le réel, c'est de la sociologie, c'est de la géographie, c'est de la politique, c'est des enjeux géopolitiques. Alors, vu que plus personne ne comprend rien et que tout le monde a pris l'habitude de penser très rapidement, eh bien, les gens, quand ils ne comprennent pas, ils vous disent, ah ben, toi, tu es pro-russe, toi, tu es pro-américaine. Simplement, non. Penser les faits en prenant une juste distance, en considérant le passé, en considérant les intérêts de votre pays, parce que bon, de façon égoïste, je pense également aux intérêts de la France, hein, qui se trouve dans l'Union européenne, mais qui va payer le prix fort de ce qui est en train de se passer. Eh bien, vous n'avez plus voix au chapitre. On est rentré dans une société aujourd'hui, et ça, les médias, je pense que les médias de flux continu ont une responsabilité parce que il faut faire du bruit, il faut faire du buzz, il faut penser vite et donc vous n'avez plus le droit d'être complexe. Il faut choisir un camp. Mais moi, je ne veux pas choisir de camp. Je n'ai jamais choisi de camp de ma vie. Quand j'ai filmé les Gilets jaunes, les premiers, pas ceux qui étaient sur les Champs-Élysées en train de salir l'avenue. Non, je suis allée faire le tour de France dans les zones les plus reculées, donner la parole aux premiers retraités, aux retraités pardon, qui n'avaient jamais manifesté de leur vie, qui étaient là parce que pour la première fois, ils n'arrivaient plus à boucler les fins de mois, etc. Est-ce que j'étais gilet jaune? Non, je suis pas gilet jaune. Quand je suis allée dans le Haut-Karabakh, filmer des Arméniens, est-ce que j'étais arménienne? Non. Vous voyez, donc c'est simplement, il faut que le public, parce qu'aujourd'hui c'est lui le changement, c'est le public, les gens comprennent que on n'est ni blanc, on n'est ni noir, que le réel est complexe, qu'on rapporte des faits à une toute petite manière. Moi, ce que je fais, c'est une toute petite contribution de donner la parole et d'essayer de comprendre ce qui se passe et ce qui nous dépasse, ni plus ni moins. Eh bien, si ce comportement-là, si cette manière de vivre, si cette manière de penser, si cette manière de regarder le monde vous oblige à être pro-ci, pro-ça, anti-ci, anti-ça, enfin, on en arrive à l'absence totale, mais alors totale, de toute réflexion possible. Et ça, c'est dangereux. Parce que aucune question, et sortons de l'Ukraine un instant, aucune question ne peut se régler par oui ou non, ou c'est bien ou c'est mal. Si c'était facile, on le saurait. Il suffit de prendre l'éducation d'un enfant pour bien voir que le oui ou le non, ça ne marche pas. Si vous ne lui expliquez pas, il ne comprendra pas. Voilà. T'es pas pro-pouce quand t'as un bébé ou t'es pro-doudou. Hein, c'est un tout. Eh ben, faire des films, réfléchir, penser le monde, c'est de la complexité. Et vous ne pouvez pas, et vous ne serez jamais, quand vous réfléchissez, pro-ci ou pro-ça. Mais bon, voilà, c'est la société du raccourci. Et j'espère que ça changera. Merci. Vas-y, Samuel. Mais est-ce que aujourd'hui, Anne-Laure, est-ce que tu es plus victime d'intimidation ou on pourrait s'en prendre à ta vie en étant même sur un territoire comme la France? Est-ce que tu ressens ce danger-là ou tu préfères ne pas en parler? Bien sûr. Alors, déjà, j'ai payé le prix fort, je pense. Enfin, c'est que le début. J'espère que ça va s'arrêter, mais enfin, je vais quand même laisser quelques plumes là-dedans. Sans parler de ma sécurité physique. J'ai perdu mon poste à Paris 1. J'enseignais là-bas depuis 2007. Je précise que j'ai jamais candidaté pour donner cours à l'université. C'est l'université qui m'a embauchée et qui m'a demandé d'enseigner parce que je suis sortie major de ma promotion, major en 2007. On n'a pas reconduit mon contrat cette année, me précisant que mes prises de position n'étaient pas tenables. Donc, il ne s'agit pas de ma sécurité physique, mais enfin, il s'agit de ma sécurité économique.
Et croyez-moi, la vie est chère à Paris et quand on a une fille, ce qui est mon cas, et qu'on l'élève seule, ça fait mal. Deuxièmement, j'ai eu plusieurs problèmes administratifs. Certains sont au courant, je ne rentrerai pas dans les détails. Troisièmement, quand je suis rentrée d'Ukraine, coïncidence ou pas, mon vélo était défoncé, mais défoncé. Hein. C'est le seul vélo du quartier qui était défoncé. Et c'était le plus vieux et le plus moche. Bon, pourquoi pas. Des menaces et des intimidations, j'en ai eu énormément sur les réseaux sociaux. J'ai été traitée de tous les noms. Il fallait que je sois pendue, il fallait que je sois exilée, il fallait qu'on vienne me buter, il fallait que... Enfin, un acharnement, mais comment pensent les gens aujourd'hui? Oui, alors que vous défendez, tu défends la France, tu défends l'Europe, tu vois les effets boomerang des sanctions de l'Europe qui se revirent contre l'Europe et l'Europe paie, l'euro arrive au pair avec le dollar américain. L'Europe a une crise actuellement, tu défends ça et on te tape dessus littéralement là. Puis on veut t'empêcher de parler, de diffuser. Vous savez, là, je suis en train, je pense que ceux qui, peut-être, ce que j'ai fait et que j'ai fait avant même de partir dans le Donbass, parce que j'ai toujours donné des conférences, etc., où je me suis exprimée, j'ai toujours essayé de complexifier le réel sur toutes les questions. Là, nous avons donné la parole à des experts, à des personnalités qui sont parfaitement capables, à travers leur savoir, d'éclairer les enjeux qui en place depuis des années dans l'Est. Ces enjeux-là sont d'ordre géopolitique, mais sécuritaire, la corruption, notre souveraineté, notre pouvoir décisionnaire, les ingérences diverses et variées. Je parle bien diverses et variées. Elles sont de tous bords. Elles ont été parfaitement éclairées par les gens à qui je donne la parole. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui le pense. Il y a des ouvrages qui sont écrits là-dessus. Il y a des penseurs, il y a des généraux. Je pense qu'un général, c'est un peu plus de quoi il parle qu'un expert de plateau télé. Il y a des politologues, des géopolitologues. C'est des gens de grande qualité à qui je donne la parole, qui réfléchissent à ça depuis des années. Des années, ce n'est pas nouveau. Mais ces enjeux-là, on n'a pas le. C'est comme si les aborder étaient un tabou. Pourquoi c'est tabou? Ça dérange qui? Est-ce que voilà, ça dérange bien quelqu'un? Alors qui? Je ne sais pas. En tout cas, nous sommes en train de faire les frais bien plus que les États-Unis de ce qui se passe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Ce n'est que le début. Alors, c'est un conflit, il n'est pas à l'origine de tout ce qui se passe, l'inflation, etc. Il faut quand même dire qu'elle a commencé bien avant, hein, parce que l'Ukraine a bon dos aussi. Exact. Hein, voilà. Maintenant, vous savez ce qu'on veut faire, tout mettre sur le dos de l'Ukraine, vous voyez. Au moins, on oublie l'économie, on oublie tout ce qui ne va pas depuis des années, on oublie le Covid, on oublie tout. Ça, c'est un peu facile. Il n'empêche que ça va coûter cher. L'Ukraine ne peut pas porter toute la responsabilité de la crise économique qui se profile et qui va être sévère. Et à un moment donné, il faudrait que les gens osent le dire un peu plus haut et fort. Nous allons traverser, ça n'engage que moi, mais une récession qui va faire très mal. L'Ukraine servira certainement de bonne excuse. Mais en tout cas, diplomatiquement, nous avons perdu toute forme de, on est plus audible, hein, pour faire simple, et notre souveraineté a pris un coup, mais alors à tous les niveaux. Bon, c'est dommage. Là-dessus, est-ce que l'Union européenne joue son rôle, justement, où on le voit, les États-Unis profitent de la crise, ont vendu du pétrole à l'Europe actuellement, ils profitent de la crise au gros montant. La Russie a fait des milliards, des dizaines de milliards de profits, et l'Union européenne, qu'est-ce que tu en penses actuellement? Son rôle actuel, parce que ça semble assez spécial. Là, ils veulent intégrer l'Ukraine alors qu'ils disaient que l'Ukraine, il y avait de la corruption. Alors, ils sont prêts à accueillir l'Ukraine comme ça. Et est-ce que tu vois ça de bon œil? Quel est ton avis là-dessus? Écoutez, moi, mon avis, c'est que
c'est quand même un peu étonnant parce que la corruption en Ukraine ne date pas d'hier. On avait l'habitude de dire que les présidents pro-russes en étaient responsables. On s'est rendu compte qu'après Maïdan, ça n'a jamais changé. C'est une corruption qui est endémique. Donc ça a dérangé énormément beaucoup de chefs d'État, cette corruption. Elle a été au cœur de discussions. Là, hop, tout s'efface et l'Ukraine semble devenir le candidat idéal pour intégrer l'Union européenne. Ça va mettre des années, mais enfin, bon, pourquoi pas? C'est tout de même un peu étonnant et l'ardoise est très rapidement effacée. Mais il suffit de reprendre Timoshenko, etc. Et là, j'invite les internautes à regarder. On a fait une très courte calcul, on reviendra dessus plus tard, pour présenter en quelques minutes l'ampleur de la corruption, se rendre compte que il y a quand même une petite forme d'hypocrisie dans la position de l'Union européenne concernant la pureté ukrainienne, je veux dire économique ou autre. C'est un pays qui n'a pas le même fonctionnement ni les mêmes institutions que l'Union européenne et qui, sous le poids des oligarques, laisse quand même à désirer. Je fais même pas mention là des droits des minorités, etc., de la liberté de la presse qui est chère à l'Union européenne. La liberté de la presse en Ukraine, elle est largement à revoir et largement critiquée. De nombreuses ONG en parlaient, que ce soit Amnesty International, etc. Tout le monde était, tout le monde d'ailleurs, excusez-moi, ça a fait l'unanimité. On sait pertinemment que l'état des institutions et un terme que je n'aime pas trop parce qu'aujourd'hui c'est assez creux, mais la démocratie, ce ne sont pas des termes qui ont brillé par leur excellence en Ukraine et ce depuis toujours, à minima depuis 91. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Je pense qu'on est en train de rentrer dans quelque chose aujourd'hui de profondément compliqué et je ne sais pas comment cela peut se terminer, mais c'est assez cool. Mais justement, on parle de l'Ukraine, on parle des citoyens, mais est-ce que le peuple russe, lui aussi, est privé d'une vérité ou est-ce que le peuple russe serait également manipulé? Alors écoutez, de toute façon, en période de guerre, je pense que tous les pays, tous les médias sont déjà plutôt muselés. Donc je ne vois pas pourquoi la Russie en ferait abstraction. Hein, c'est le cas, on le voit bien, c'est le cas en France. Maintenant, on entend des sons de cloche un peu différents sur les plateaux télé. La parole commence un peu à se déverrouiller. Mais la Russie est un pays autoritaire, donc évidemment que la liberté de la presse est à revoir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, quelles sont les informations accessibles au public? Je suis incapable de vous le dire, mais tout le monde sait que l'expression, la liberté d'expression est difficile. Ce qui est plus choquant, c'est quand l'Union européenne ou mon pays, parce que je suis obligée de parler au nom de mon pays, c'est celui que je connais le mieux, où on nargue la liberté d'expression, on en fait un étendard, et qu'on se rend compte finalement que dès que vous essayez simplement d'apporter un éclairage différent, eh bien vous avez affaire à une forme de censure qui ne dit pas son nom, à une forme de discrédit qui a dit son nom, etc. Donc ça peut peut-être paraître exagéré ce que je vais vous dire, mais au moins en Russie, vous savez avec quoi vous avez affaire. Hein. Les cartes sont sur table. En France, quand on parle de liberté d'expression, en ce moment, moi, j'ai quand même un peu envie de rire. Ouais, on a le même problème au Canada et la liberté d'expression en Occident au complet, c'est un problème. On en a perdu. Il y a de la censure, des professeurs, ton poste à l'université aussi, tu l'as mentionné, on choisit le narratif et surtout, on fait taire le narratif qui est contraire. Par exemple, une question simple qu'aucun journaliste ici ne pose, et peut-être que
tu t'es posé la question, où vont les armes, où va l'argent pour l'Ukraine? Parce qu'on a donné des milliards et des milliards. Et d'ici, on a l'impression que ça ne se rend peut-être pas. Ça ne se rend peut-être pas aux bonnes personnes, en tout cas, ni les armes, ni l'argent. Ben, vous savez, on va le savoir plus tard. À nos dépens ou pas, j'espère que ça se passera bien, mais tout ça est trop chaud. Hein. On va découvrir où est passé cet argent beaucoup plus tard. Moi, je n'ai pas la réponse, je ne suis pas devin. On verra. Effectivement, c'est toujours malheureusement plus tard qu'on voit les effets. C'est dur d'avoir des indices, mais ça prend des reporters de terrain, comme toi aussi, qui font ce genre de reportage-là. Et je pense qu'il en manque actuellement cruellement qui vont faire ce travail-là. Anne-Laure, quand on fait ce genre de métier, évidemment qu'on a des attentes, on avait aussi des aspirations. Quand tu as débuté, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on t'explique, qui t'aurait peut-être aidé, ou qu'est-ce que tu as découvert avec le fil du temps à tes dépens? Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on m'explique? Déjà, avant de faire ce métier, il y a des conditions préalables. Maîtriser à minima l'histoire, c'est quand même pas mal. Hein. S'intéresser à tout, aux questions politiques, géopolitiques, à la géographie, être très curieux, se nourrir, beaucoup lire, écouter des points de vue très différents, et ensuite, peut-être qu'on arrivera à y voir un tout petit peu plus clair. Je dis bien un tout petit peu. Mais c'est un métier qui demande beaucoup d'humilité. Personne, ni moi, ni aucun documentariste, ni aucun réalisateur, ni encore moins aucun politique, enfin personne ne peut comprendre parfaitement ce qui se passe dans un conflit. Il y a énormément d'enjeux qui nous dépassent, des coulisses dont on n'aura jamais accès, des pourparlers qu'on ne connaît pas, etc. Mais en tout cas, le seul devoir qu'on peut avoir, c'est d'avoir des notions d'histoire qui permettent tout simplement d'y voir un tout petit peu plus clair et de ne pas tomber, et je sais que c'est très difficile, dans les failles intellectuelles que sont l'émotion pour essayer de recontextualiser tous les enjeux possibles. En tout cas, une partie des enjeux. Voilà. Donc, avant de partir, avant de faire quoi que ce soit, avant même de savoir communiquer sur les réseaux sociaux comme le font beaucoup de monde aujourd'hui, il faut comprendre l'histoire. Il faut se cultiver. Il faut écouter. Il faut apprendre. Il faut énormément se nourrir et être humble, partir du principe et accepter le fait que tout film, quel qu'il soit, sera toujours subjectif. Donc vous avez une manière de regarder, de le filmer, de le capter qui sera subjectif. Mais vous devez être le plus factuel qui soit. Et le plus humble. Parce que tout ça vous échappe. Comme les accords de Minsk ou la diplomatie qui était une faille, qui était un échec total et qui était balayée du revers, moi je souhaite que la diplomatie reprenne le pas, qu'on revienne sur des principes d'accords de Minsk qu'on va respecter. C'est pas facile la diplomatie, mais ton avis là-dessus, est-ce que la diplomatie est encore possible actuellement? Parce que moi je crois toujours à la diplomatie d'abord et avant tout. Alors, peut-être que ça serait, je vais pas tous les énumérer, mais il faut rappeler, la diplomatie, elle a quand même échoué depuis 2014 avec les accords de Minsk. Donc, il y en a eu un et deux, hein, soyons rapides. Bon, et en gros, les enjeux de cet accord, donc signé entre autres par les représentants de la France, de l'Allemagne, des dirigeants de la région de Donetsk, des dirigeants de la région de Lugansk, de la Russie et de l'Ukraine, tous ces gens-là s'étaient mis autour d'une table. Ils ont réfléchi parce que ça pétait beaucoup. Hein, ça tuait, ça pétait, c'était violent. Donc,
La communauté internationale a essayé de se mettre autour d'une table. Ça devrait quand même mettre la puce à l'oreille de beaucoup de journalistes. S'il y a eu des accords de Minsk, si des gens se sont mis autour d'une table, c'est quand même qu'il y avait un très gros problème. La diplomatie a échoué. Il fallait assurer un cessez-le-feu immédiat. Ça n'a jamais été le cas. Exact, ça a continué. Voilà, il faut rappeler que dans ces accords, il fallait organiser une décentralisation des pouvoirs avec une certaine autonomie pour Lugansk et Donetsk. Ça a échoué. Il fallait procéder à des élections anticipées. Ça n'a jamais été fait. Bon, ça c'est les principaux. Les principaux. Il y a une douzaine de points, mais il fallait retirer les armes lourdes, etc. Ça a échoué. Donc, qu'est-ce que peut la diplomatie aujourd'hui? Quand on voit quand même que depuis 2014, ça a été un échec total. Quand on voit aussi qu'en 2022, certains journalistes ignoraient les accords de Minsk. Enfin, il faut quand même aussi se souvenir du traitement médiatique qui a été fait. En tout cas, je ne sais pas de votre côté, mais enfin du mien. Avant qu'on arrive à aborder les failles diplomatiques, il a fallu quand même plusieurs semaines sur les plateaux télé. Je suis même pas sûr qu'ils l'ont fait encore. Alors. Donc, bon, là, on est très ennuyé parce que des armes, sont livrées, alors que dans les accords de Minsk, c'était l'absence d'armes, le désarmement était la pierre angulaire. La pierre angulaire. Donc, je ne sais pas, moi, comment la diplomatie peut reprendre ses droits. Il faudrait que ça voit le jour. Mais avec la France, avec l'armement qui est le nôtre aujourd'hui, on est peut-être en difficulté pour essayer d'apporter des solutions diplomatiques. Je ne sais pas comment mon gouvernement peut aujourd'hui rentrer dans la table des négociations. Et pourquoi je parle de la France? C'est un peu gênant parce qu'on était quand même responsable des accords de Minsk, qu'on le veuille ou non. À partir du moment où on les signe, à partir du moment où ces accords par Hollande sont mis sur la place, sur la table, pardon. On avait un devoir, pardonnez-moi, mais on avait quand même un devoir dans le respect de ces accords. Et aujourd'hui, d'une part, on arme, et d'autre part, nous n'évoquons aucunement la mise en place de négociations à venir. Mais il faut quand même garder à l'esprit que toutes les guerres s'achèvent. Donc, qui va tendre la main à l'autre? Il faut aussi se rappeler que les principales personnes qui font les frais, c'est la population de deux côtés. Donc, armée, ça n'engage que moi, mais c'est d'un cynisme absolu. Est-ce que c'est le moment de repenser la région, de repenser ce qu'avaient prévu les accords de Minsk, de réfléchir à Lugansk et Donetsk? Enfin, c'est pas nouveau tout ça. Ça fait des années que c'est sur la table. Il faut quand même rappeler que ces régions-là, dans l'histoire de l'Ukraine, et je reviendrai pas dessus parce que c'est très compliqué, c'est très long, et ça peut être, pardonnez-moi, un peu rébarbatif, mais il y a toujours plusieurs tendances en Ukraine. Une tendance plutôt russophone, russophile, héritière directe de l'Union soviétique, une tendance plus pro-européenne, mais ces gens-là ne se sont jamais véritablement entendus. Qui osera le dire à un moment donné? Donc, moi, je pense que Lugansk et Donetsk retourneront dans le giron de l'Ukraine. Il faut cesser de prendre les gens pour des idiots. Parce que déjà, donc la diplomatie maintenant, il faut qu'elle trouve des solutions à un conflit qui repose sur un pays morcelé depuis des années. Ce n'est pas nouveau. Il faudrait remonter à 1991 à minima pour comprendre ce qui se passe en Ukraine. Discuter de l'Ukraine avec le prisme de 2022, du 24 février 2022, ça ne fait aucun sens. C'est très compliqué depuis des années là-bas. Personne ne s'entend. Il y a une corruption endémique. Les gens se battent. On est dans des carrefours énergétiques, géopolitiques, etc. Enfin, ça ne se réglera pas sans avoir considéré toute l'histoire de ce pays, tous les aspects avec l'ingérence américaine depuis des années, on le sait.
Qu'est-ce que tu penses de Macron qui semble avoir gardé quand même une porte ouverte avec Poutine, ce qui n'est pas mauvais parce que la France et la Russie, traditionnellement, ont une longue histoire diplomatique. Et d'ailleurs, ça n'a pas plu à Zelensky, le fait que Macron soit un peu ouvert à discuter au moins, parce que la base de la diplomatie, c'est les discussions. Mais on le voit, il y a quand même un peu de début de discussion. La Turquie s'en mêle un peu, ça c'est particulier pour d'autres choses. Mais ton avis là-dessus, donc, un peu avec la Russie et la France ensemble? Bien. Tout d'abord, je suis très heureuse que Macron discute avec Poutine. Ah, c'est une lueur d'espoir. Je ne sais pas ce qu'ils se disent. J'espère que ça va aboutir, mais il faut garder le contact. Et quand j'entends des va-t-en-guerre qui demandent qui demandent à couper le contact, je me dis, mais ces gens sont fous. Ces gens sont fous. Si on n'a pas de contact avec Poutine, si Macron cesse de discuter, mais comment voulez-vous que des négociations prennent corps, des négociations sérieuses? Donc oui, heureusement que Macron conserve la communication. Heureusement. J'espère que ça va aboutir. Et j'aimerais dire à tous ces gens-là qui reprochent à Macron, on a quand même reproché à Macron de garder le contact avec Poutine. Enfin, c'est indécent. Oui, en effet, oui. On marche sur la tête. Et quand Zelensky vient donner la fessée à Macron parce qu'il discute avec Poutine, je me dis, mais enfin, comment c'est possible? Dans quel cirque diplomatique sont-nous rentrés? D'ailleurs, j'aimerais bien, hein, petite blagounette, mais si Macron pouvait à un moment donné aussi lui dire, écoutez, monsieur Zelensky, là, vous allez un peu loin, ça serait bienvenu. Parce que c'est vrai qu'on a quand même un président qui se fait tirer dessus sur tous les bords. Zelensky, les va-t-en-guerre français, les BHL, etc., etc. Il est mal entouré. Je pense que là, Macron, il a vraiment beaucoup de difficultés avec un entourage qui est plutôt belliqueux. Donc, il a du courage. Beaucoup de va-t-en-guerre, même aux États-Unis et autres. Donc, on le voit. Versus, on n'entend pas beaucoup parler de paix et de diplomatie. Beaucoup de guerre, malheureusement, plus que... Mais justement, avec ce qu'on vit et de la façon dont c'est mené, est-ce que la paix est encore possible? Moi, il y a toujours... alors, à quel prix et quels en seront... Je ne sais pas ce qui peut se passer. Tout est possible, hein, n'oubliez pas, avant de parler de paix, nous, on y réfléchit de notre côté avec des films qu'on est en train de faire. Mais avant de penser la paix, n'oubliez pas que tout est possible. C'est-à-dire, on peut avoir une escalade, l'utilisation d'armes nucléaires. Il faut quand même le rappeler. Donc, n'oublions pas que on est dans un conflit mondialisé, que tout le monde peut perdre la tête à un moment donné. Je parle des chefs d'État. On ne sait pas ce que fera Poutine. On ne sait pas ce que fera Biden. Et ça se passe sur notre continent, nous. Hein. Donc, moi, je suis d'autant plus inquiète parce que si ça pète en Europe et ça va faire mal à tout le monde. Donc, j'espère que la paix est encore possible. Quelle paix? Je ne sais pas. Merci. Anne-Laure, tu as interviewé le général Desportes. C'est un entretien fantastique pour bien se situer. Lui, il mentionne que le conflit qui est là depuis 4 mois, il trouve sa source entre le divorce brutal entre la Russie et l'Occident. À un moment donné, même, il explique que l'Occident n'a pas réussi à faire sortir la Russie de son économie communiste. Jusqu'à quel point c'était la responsabilité de l'Occident de faire sortir la Russie d'une économie communiste? Jusqu'à quel point? Moi, j'aimerais mieux comprendre cette intervention-là. Je ne peux pas répondre à sa place. On a fait le choix pour ce projet de ne pas faire de coupure. 3 questions identiques à tous les intervenants sans montage. Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question, je n'ai pas les compétences. Parfait. Excellent. Puis, justement, ce projet là, de 10 épisodes, 10 points de vue, 3 questions qu'on peut suivre sur ta chaîne YouTube, dont j'ai mis les références dans la description des vidéos. Là. Allez vous abonner. Tu as mis en ligne là, des entretiens que tu as eus.
Et puis, moi, j'avais une question, sans compter ces personnes-là. Quelle est la personne que tu souhaiterais interviewer? Et puis, quelle question aimerais-tu lui poser? Hormis ce projet? Hormis ce projet, parce que je veux pas manquer de respect à aucune de ces personnes qui est déjà pour l'entretien de ça, mais en su de ces personnes fantastiques, là, parce qu'il y a quand même un listing qui est incroyable là, dans ces 10 épisodes. Lorsqu'on voit là, ancien diplomate et écrivain russe, ancien directeur du renseignement militaire, ancien patron du renseignement de la DGSE, spécialiste de c'est formidable. Mais hormis ce line-up-là, quelle autre personne que tu aurais souhaité? J'aimerais interviewer ceux qui seront ceux qui arriveront à mettre en place des négociations le plus rapidement possible, un cessez-le-feu. Donc, je ne sais pas qui ce sera, mais je l'attends et j'ai hâte de le recevoir pour le bien des civils. Voilà, donc il est attendu voilà, avec impatience. Vous savez, qu'une guerre s'achève toujours, heureusement, mais alors, là, j'ai cru voir un article là de l'ONU. On est à 6 000 à peu près, à 6 000 civils décédés depuis le 24 février. C'est peut-être le moment d'arrêter. Hein. Et au-delà de ça, il y a énormément de personnes qui en souffrent et qui vont continuer d'en souffrir. Donc, une personne qui souffre n'est pas comptabilisée comme un décès, mais je veux dire, parce que ça n'en est pas un, mais quand même, ça fait beaucoup de ravages. Si on Samuel, n'oubliez jamais que il y a les morts et il y a toutes les victimes collatérales psychologiques, les amputés. Alors, dans les psychologiques, il y a les parents qui perdent leurs enfants, les familles brisées, les gens blessés, la peur que ça génère, c'est des dégâts sur des années. Le pardon qui devient difficile. Il faut voir les à côté. Et quand cette guerre va se terminer, les stigmates de la guerre, eux, vont demeurer. Et la souffrance et le deuil, ça prend des années à être suturé. Des années. Donc là, vous avez une zone qui est bousculée psychologiquement, à minima psychologiquement, hein, je parle là des civils, pour des décennies et des décennies. Il n'y a pas que les morts. Il y a tous les morts vivants qui vont rester. Et croyez-moi, ils sont nombreux. Oui, donc, il faut être... Vous voyez, moi, quand je vois ça, je la vois, la souffrance des gens, quand je les filme. Demain, on sort notre premier épisode sur les civils. Je peux vous dire que les civils de n'importe quelle guerre, rappelons-le, toute guerre est une atrocité intellectuelle. Quand vous croisez le regard de quelqu'un qui vient de perdre un membre de sa famille, quelqu'un qui voit sa vie du jour au lendemain détruite, qui n'a plus de maison, qui n'a plus rien, il y a quelque chose dans le regard où vous savez que ça ne se rétablira jamais. Il y a des peines comme ça, il y a des souffrances que vous ne pouvez pas réparer. C'est ça, moi, que j'aimerais que tous les va-t-en-guerre qui n'ont jamais quitté leur quartier parisien comprennent. C'est abominable à vivre, la guerre. Abominable. Ces gens-là, comment voulez-vous qu'ils dorment normalement? J'ai croisé des gamins qui bégayent, des gamins qui font de l'incontinence à l'âge de 10 ans. Qu'est-ce que vous croyez que ça va donner quoi, ça, comme société demain? Regardez les souffrances psychologiques des jeunes en France, hein, qui se suicident de plus en plus, visiblement, en raison du Covid et d'un petit confinement. Qu'est-ce que ces gens-là vous imaginez comment on va les ramasser? Donc c'est ça la guerre. Hein. Faudra à un moment donné oublier les statistiques, oublier les accords de Maïdan, oublier et juste revenir aux civils. C'est eux et rien qu'eux qui en font les frais. Toujours, dans toutes les guerres, oui. Et on a vu aussi peut-être, est-ce qu'il y a aussi une peur chez la population française, par exemple, ou autre européenne, que, oui, la peur, elle existe, que le conflit s'étende. Mais j'ai même vu une publicité à New York, ça, je n'avais pas vu ça depuis les années 80, la guerre froide. Comment survivre à une attaque nucléaire? Commencez à vous préparer, commencez à vous cacher dans la maison. Est-ce que vous sentez ce type d'anxiété? Est-ce que tu sens ce type d'anxiété-là croissante aussi, que le conflit gagne l'Europe? Vous savez,
Je crois qu'aujourd'hui, les gens ont peur de tout. Et ils ont raison d'avoir peur de ce conflit, hein, déjà, parce que, comme je vous l'ai dit, personne ne sait comment ça peut se terminer. Et ça peut terminer très, très, très mal. Très mal. Hein. Faut être complètement déconnecté et hors sol pour imaginer que ça peut que ça peut se cantonner sans effet collatéral au Donbass. Enfin, faut planer là. Hein. Je crois qu'il faut être, ou alors faut être profondément cynique, ou alors faut être complètement absent de toute forme de culture. Mais l'histoire nous a montré qu'une guerre, ça dégénère rapidement. Enfin, je veux dire, ouvrons un livre d'histoire, j'ai envie de leur dire aux gens. Et oh, stop, regardez le passé. Hein, le passé est effrayant. Donc, à tous ceux qui ont peur, ils ont raison d'avoir peur. Parce qu'on ne sait pas comment ça peut s'arrêter. Et on ne sait pas qui on a en face de nous. D'où la diplomatie encore plus importante que jamais. Vous allumez une mèche, elle peut prendre, elle vous échappe la mèche. Hein. Donc personne ne peut prévoir ce qui va se passer. Maintenant, oui, les gens ont peur, Ben déjà, en tout cas, même si ça ne vient pas sur notre sol, hein, ce que je souhaite de tout mon cœur, on va déjà, on a déjà quand même des petits problèmes d'inflation directement liés et imputables à ce conflit. Vous savez, enfin là, quand j'écoute la télé, je dis ouais, mais non, l'inflation, ça va, ça va pas être un véritable handicap. Mais les gens planent quoi. Moi, tous les voisins que je croise, les gens avec qui je parle, les caissières, etc. Ils me disent, mais enfin, on n'arrive plus à remplir le caddie comme avant. On n'arrive plus à boucler les fins du mois. Là, j'ai acheté ma bouteille d'eau parce que comme partout, bah, il fait chaud en France là en ce moment. Hein. La caissière me disait, mais enfin, là, j'ai fait les courses pour la rentrée, les courses scolaires pour la rentrée de mon fils. Elle me dit, mais le papier a grimpé. Les intercalaires ont grimpé. Les stylos ont grimpé. Moi, je le sens aussi, j'ai une fille. Je peux vous dire que je n'achète plus les mêmes choses dans mon caddie. Et j'ai pas encore commencé à faire les achats des fournitures scolaires. Donc, oui, les gens ont peur, mais c'est un tout. Ça va mal. L'économie va mal. On a une guerre, on sort du Covid. Ça fait beaucoup. Il manque de direction pour sortir un peu de cette crise-là qu'on ne voit pas. On a le misère justement à voir des dirigeants qui vont nous aider. Positive, c'est le début des emmerdes, je vous le dis. C'est que le début. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si cette guerre va évoluer. En tout cas, la seule chose que je sais, et j'en suis convaincue, on rentre dans un tunnel. Accrochez-vous, les gens. Accrochez-vous parce que ça va faire très, très mal à tous les niveaux. Ça, il suffit de regarder, vous savez, de voir un petit peu si les politiques prenaient le temps d'écouter notre population, faire des courses, de voir maintenant le même prix de la baguette, eh bien, elle est peut-être un peu plus petite ou un peu plus légère, et de voir que l'inflation, eh bien, nous, on la sent depuis longtemps et qu'on a peur de perdre notre emploi, que les fins de mois sont de plus en plus difficiles et qu'on voit même des entrepreneurs qui nous disent mais attends, mais embaucher, tout devient difficile. Donc, je pense qu'aujourd'hui, être effrayé, c'est simplement être lucide et être lucide. C'est même pas du pessimisme. Si tous les signaux sont là, qui nous montrent bien qu'on rentre dans une période glaciale. Et la guerre. Tu parles beaucoup de vulnérabilité, Anne-Laure. Tu démontres cette vulnérabilité que les citoyens ont au niveau civil, là, dans leur vie de tous les jours. Est-ce que ça t'arrive que quelqu'un en politique ou des gens qui font de la politique désirent écouter des gens qui sont terrain comme toi pour venir témoigner de ce qu'ils vivent? Tu as fait une déclaration dernièrement, pardon, Samuel, j'ai pas tout compris. Tu témoignes de beaucoup de la vulnérabilité des citoyens, des gens qui doivent subir dans leur vie quotidienne, quoi. Et puis, toi, tu peux témoigner terrain, tu es là, tu es capable d'apporter des images, de raconter une histoire à des gens qui seraient en politique. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des politiciens qui désirent t'entendre, t'écouter et avoir ton point de vue, ton témoignage? Alors, ouais,
Ça m'arrive de plus en plus. Il faut savoir pourquoi. Moi, j'ai une grande sensibilité pour les oubliés hein, de toutes sortes. Hein. J'ai filmé des retraités qui n'avaient jamais manifesté de leur vie suite les premiers gilets jaunes. Je peux vous dire que la France qui souffre, je l'ai vue de près. Mais au-delà de ça, sans rentrer dans le cas des gilets jaunes, la France des oubliés, la France qui se lève tôt, etc. C'est quelque chose à laquelle je suis très sensibilisée depuis très longtemps. Et ce sont j'ai d'ailleurs développé beaucoup de films dans beaucoup de maisons de production sur la pauvreté en France et sur la paupérisation. C'est pas nouveau. Donc je l'ai vu grimper cette paupérisation depuis de nombreuses années. Quand j'ai développé les premiers films bien avant les gilets jaunes, personne n'était intéressé. Maintenant, j'ai de plus en plus d'hommes politiques, dont je ne citerai pas toute confidentialité, des gens qui commencent à me demander, alors, qu'est-ce qui se passe là? Quel est ton avis? Comment tu vois les choses, etc. Ça a évolué, mais c'est récent. C'est récent alors que ça fait des années que je suis plongée là-dedans. Donc oui, désormais, j'ai des contacts avec des politiques, mais également des géopoliticiens, etc., qui cherchent des solutions, ou en tout cas qui essaient de comprendre le thermomètre, qui essaient de prendre le thermomètre de la population en France ou ailleurs. Mais c'est assez nouveau. Et moi, je suis, ça n'a pas été le cas auparavant, alors que, comme je viens de vous le dire, ça fait des années que je mets le nez là-dedans. Mais oui, ça fait des années que ça, et peut-être. C'est une belle ouverture et peut-être que l'équipe de Macron va t'appeler pour avoir des conseils. Ça serait bien. Et d'autres personnes, on se le souhaite. Avoir des gens sensés comme ça dans leur entourage, ils en ont bien besoin. Anne-Laure, comment vous percevez la domination américaine? Alors, moi, la domination américaine ne m'importe absolument pas tant qu'elle n'a pas d'effet sur la souveraineté française. À partir du moment où elle touche aux intérêts français, ça me dérange. Voilà. Après, le reste, elle est multiforme, hein, mais à partir du moment où elle participe de la désindustrialisation française, à partir du moment où nous perdons notre capacité diplomatique, notre souveraineté économique, etc., à plusieurs niveaux, sans rentrer dans les détails, ça me pose problème. Ensuite, l'hégémonie américaine, écoutez, de toute façon, c'est l'histoire de l'humanité. Il y a toujours eu des hégémonies, hein, donc on va pas le refaire. Ça fait partie de l'histoire. Mais un pays doit, dans la mesure du possible, pouvoir reposer sur sa souveraineté pleine et entière, tout simplement. Ça ne lui empêche pas de prendre conseil, d'écouter et d'avoir des partenariats, d'avoir un dialogue avec tous les pays, et d'être en mesure de faire ses choix assumés, personnels, en toute liberté, tout simplement. Après, évidemment que nous avons des intérêts communs avec de nombreux pays, avec les États-Unis, et tant mieux, évidemment, et tant mieux, parce que moi, je ne jette pas je n'ai pas de critique envers les États-Unis à proprement parler. Simplement, je pense d'abord aux intérêts français qui doivent se penser avec un dialogue le plus ouvert à 360, si possible, à l'international. Bilatéral et non pas unique, à sens unique, effectivement. Bah oui. Oui. Mais ça me semble du bon sens, hein. Mais bon. Mais voilà. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens, Anne-Laure, qui sont dans leur foyer, qui t'écoutent présentement, les gens qui sont ici au Québec ou qui pourraient t'écouter d'un peu partout au Canada et qui sont témoins de ce qui se passe dans l'actualité, mais qui savent très bien qu'une partie de cette réalité-là qui ne nous est pas présentée. Quel est le message qu'on pourrait transmettre à ces gens qui n'ont pas accès à une personne comme toi, par exemple, là,
pour poser des questions et puis valoriser une plus grande vérité? Alors, il y a tout on peut aujourd'hui s'informer grâce à Internet. Alors, il y a quand même il faut essayer de trouver de l'information avec des experts de qualité. En France, on a quand même des radios de qualité, vous voyez, France Culture ou autres, qui permettent de réfléchir un peu plus haut. C'est accessible. Alors, pour le Québec, je ne suis pas en mesure de répondre, mais on peut aujourd'hui, beaucoup d'intervenants sont en ligne. Vous avez d'ailleurs, bon, ça va peut-être vous surprendre dans ce que je vais vous dire, mais si vous écoutez les conférences de l'école de guerre ou les conférences de l'IHEDN, vous avez des responsables très avertis qui vont vous éclairer. Il n'y a pas que l'instruction ou le savoir qui passe par les médias de télé. Vous pouvez, sur Internet, en allant dans les bons endroits, trouver une information de grande qualité. Et je ne parle pas de sites complotistes ou autres, parce qu'on vous dit souvent ce complotiste. Non, vous avez accès à de l'information de qualité avec l'école de guerre française, il y a des sites comme Géopragma, c'est de la qualité. Vous avez des services. On parlait des généraux que j'ai interviewés ou des gens dont vous avez connaissance, mais ces gens-là s'expriment sur Internet. Vous tapez leur nom et vous les écoutez. Il reste des intellectuels de qualité. On a des journalistes. Alors en France, on a Renaud Girard qui a quand même posé un regard très éclairant sur le conflit en Ukraine. Il faut aller chercher l'information soi-même. Faire très attention de ne pas tomber dans les excès, partout dans tous les sens, avec des sites un peu trop allumés, mais chercher des gens mesurés, éclairants, pensés et équilibrés. Il faut de l'équilibre. Il faut donc faire simplement un peu s'armer de patience, trouver les bons contacts et les écouter attentivement sur Internet ou dans des journaux. Ces gens-là existent. On ne les entend pas suffisamment dans les chaînes de flux continu, mais elles existent. Elles parlent, elles ont écrit, elles ont témoigné. Donc il faut les réécouter. Et heureusement qu'on a encore accès aujourd'hui à des experts qui sont certes pas assez médiatisés, mais ils existent et il faut aller les chercher. C'est eux qui nous nourrissent. Merci. Daniel, est-ce que tu avais une question? Ben, moi, je vois l'avenir. Est-ce que tu penses retourner brièvement peut-être en Ukraine encore? Est-ce que c'est quelque chose? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui y vont encore rapidement, mais est-ce que c'est toi que tu penses retourner? Ou aussi, il y a 200 conflits dans le monde. Et est-ce qu'il y a d'autres conflits peut-être que tu serais intéressé à couvrir rapidement ou quoi que ce soit? Parce qu'il n'y a pas que l'Ukraine, il y a d'autres choses qui se passent dans le monde. Et ça, tu en as parlé, tu es une des rares qui en parle aussi. Alors, un peu ton opinion là-dessus. Je te remercie, Daniel, parce que bon, c'est un film qui est passé inaperçu, enfin inaperçu. Il y a eu des retours presse. Vous voyez, on a quand même une bonne presse en France. Le problème, c'est quand la presse ne prend pas le temps d'avoir de faire fi de l'émotionnel pour essayer de réfléchir avec distance. Et je sais que c'est difficile pour tout le monde. Mais j'ai été en Arménie avant d'aller en Ukraine, vous voyez, donc des conflits, oui, en moyenne. Alors les experts certains parlent de 400 conflits par an. C'est Monsieur Konessa, un ancien du ministère de la Défense, qui évoque 400, plus ou moins de haute intensité, évidemment. Donc il y en a. Malheureusement, la guerre, ça ne manque pas. Et les éclairer, donner la parole aux civils, c'est un travail qui prendra toute une vie. Mais non, je ne vais pas me focaliser que sur l'Ukraine. Mon prochain terrain, c'est la France. C'est la France, c'est mes concitoyens, c'est la paupérisation en cours. Et je vais suivre, comme j'ai pu le faire il y a quelques années, les problèmes que rencontraient de nombreux Français. Je vais reprendre cet axe-là et je vais me pencher sur des problèmes de société dans notre pays. Puis, justement, Anne-Laure, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, est-ce que
Est-ce qu'on pourrait dire que la domination économique, c'est aussi puissant que la domination militaire ou cette perception-là a changé depuis le début de ton entrée dans la profession? Est-ce que tu as une opinion par rapport à ça? Alors, je vais vous rapidement parce que ça peut être un peu blasant pour les internautes, mais oui, la guerre économique, c'est un secret pour personne. Donc oui, c'est une guerre. Et elles sont souvent très liées. Et maintenant, en terminant, au niveau de l'information, est-ce qu'on peut statuer qu'il y a également une guerre au niveau de l'information? Eh oui, il y a une guerre de l'information. Elle est propre à tous les pays. Euh, alors, elle est favorisée. La guerre de l'information, ça passe également. Bon, les conflits n'arrangent rien. Hein, c'est encore beaucoup plus important l'accès à une information juste pendant un conflit. Enfin, la guerre de l'information, elle peut commencer à une toute petite échelle. Par exemple, la manière dont sera traitée la hiérarchie de l'information dans un journal télévisé. Je suis désolée pour tous ceux qui souffrent de canicule, mais la canicule, c'est pas un vrai sujet, vous voyez? C'est des sujets beaucoup plus importants. Donc, parfois, la guerre de l'information, ça passe par une manière de ne pas parler de certains sujets. La censure par omission également. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de sujets. Alors, je parle encore, là, pour le coup, pour mon pays, il y a beaucoup de sujets très graves qui ne sont pas suffisamment traités au profit de sujets beaucoup trop légers. Ou alors, il y a des sujets très gais et de bonnes nouvelles qui ne sont pas non plus traités. Vous savez, parfois, la guerre de l'information, elle passe par l'information de la peur, et c'est un problème, ou par l'information de l'omission, c'est un autre problème. Et voilà. Il y a beaucoup de travail, là aussi, l'information. Oui. Alors, ici aussi au Canada, oui. Merci beaucoup. Anne-Laure, tu as une chaîne de YouTube. Elle est formidable, cette chaîne. On peut suivre toutes les interventions. On peut suivre également les films, les documentaires. Dans le fond, c'est tout au sujet de Anne-Laure Bonnell. Ton œuvre s'y trouve. Et puis, on peut facilement y passer de longues heures. Tu laisses énormément de place à ton sujet. Tu laisses énormément de place aux gens que tu rencontres. C'est une beauté. C'est une beauté d'écouter ces documentaires parce que justement, on n'a pas l'impression que l'image ou que le rendu est travaillé, est manipulé, c'est-à-dire. Donc, j'invite les gens à aller écouter parce que vous allez avoir là des témoignages qui nous apprennent et qui nous resituent, qui remettent dans un contexte ce qu'on peut entendre sur différentes chaînes, sur des médias traditionnels. Est-ce que tu es heureuse de ton œuvre? Je suis heureuse d'aller jusqu'au bout de ce que je fais. Vous savez, pour moi, c'est fondamental la ténacité, la droiture et la rectitude. Donc, quand je commence un sujet, je ne suis pas heureuse de le faire. Je suis heureuse d'arriver presque au bout en étant toujours insatisfaite. Maintenant, j'ai hâte de passer à des sujets sur la France. Alors, je n'ai pas encore terminé. Au contraire, ça débute là. Je mets enfin en ligne les images que nous avons rapportées du Donbass en février 2022, donc Donbass 2. Et nous mettons en ligne le premier épisode demain, qui est donc une immersion, un corps à corps avec les civils en zone de guerre, première victime de tous les conflits dans le monde entier. Les autres épisodes reprendront en septembre et en parallèle à ça, donc je suis heureuse évidemment de pouvoir les mettre en ligne parce que comme vous le savez, ça a été très compliqué. On a eu beaucoup de pression, donc voilà, on voit le bout du tunnel. Et pour moi, c'était primordial de mettre en lumière ces images, voilà, par respect pour les civils que j'ai filmés, qui eux aussi souffrent. Hein, et la guerre, elle n'a pas de frontières. Vous savez, les civils, ils meurent de tous les côtés. Donc ouais, pour moi c'est très important. C'est un grand jour pour moi demain.
Et ensuite, c'est un grand jour également pour moi d'avoir pris la décision de mettre en place cette chaîne que je n'avais pas fait auparavant. Elle a que 3-4 mois à peu près. Et je vais pouvoir y accueillir tous les sujets que je vais traiter à venir. Et, et j'en suis très contente. Voilà, d'avoir ce médium-là. Merci Internet, vous voyez, parce que sans YouTube et sans Internet, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Anne-Laure Bonnell, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette fin d'après-midi. Ça fut un honneur de vous rencontrer et puis de pouvoir discuter avec toi dans une façon de voir les choses un peu différente. Alors, merci beaucoup et félicitations pour l'ensemble de ton œuvre. Merci beaucoup, bonne continuation et merci pour ce temps de parole. C'était super. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. C'était Anne-Laure Bonnell. Alors, merci à Olivier qui a rendu possible cette rencontre. Daniel, comment as-tu aimé ta rencontre avec Anne-Laure? C'était super, c'était tout un privilège. J'ai vu dans les commentaires que les téléspectateurs ont apprécié. C'était quelque chose d'exceptionnel. Merci Anne-Laure encore pour tout le travail qu'elle a fait, qu'elle fait présentement et qu'elle va faire. Vous voyez, c'est important d'avoir des chaînes de diffusion d'informations différentes, ouvertes, libres. Elle a pu s'exprimer tout au long, c'était voulu, on l'a laissé parler, c'était pas notre moment. Nous, c'était pas pour nous, c'était pour elle aussi. Et on a besoin de personnes comme elle dans le monde actuellement, plus que jamais, avec tout ce qui se passe, et d'encourager des gens comme Anne-Laure. Alors, c'est notre métier. Parce qu'elle devient une source de référence dans le traitement du documentaire, dans le reportage terrain, et puis également par le fait qu'elle dure, qu'elle a une ancienneté dans le documentaire, ce qui lui apporte une crédibilité supplémentaire. Et puis, donc, c'est une grande professionnelle, hein? Elle a un gros CV, vous voyez comment on la traite, là. Ben oui. On a un devoir d'aller s'abonner à ce genre de chaîne YouTube. On a ce devoir pour avoir une information qui est complémentaire, qui traite l'information très, très brute, mais qui nous l'amène qui nous présente des images, qui nous raconte l'histoire, mais une histoire qu'on n'entend pas nécessairement aussi facilement, en tout cas dans notre langue, sur nos plateaux télé et dans nos articles médias qu'on peut lire, qui sont pourtant diffusés 24 heures, 7 jours. Exact. Donc, et tu vois, c'est tout le contenu. On a passé une grande heure avec elle, le temps qu'on a pu lui accorder. Puis on ne l'a pas interrompu, on l'a laissé s'exprimer. Mais en français, en plus, tu l'as bien dit, c'est rare. Et on a une personne exceptionnelle du monde francophone. Il faut les encourager. Partager cette entrevue qu'on vient de réaliser partout sur toutes les plateformes au maximum. Elle doit être connue. Je souhaite qu'elle soit invitée encore. Alors, voilà, et diffuser ces informations de gens comme ça vous l'avez entendu, elle est très professionnelle, elle a un œil très averti. Elle est très au courant de ce qui se passe. Elle y va avec les faits. Donc, elle peut nous rapporter quelque chose que vous ne verrez pas dans aucun canal, à nulle part, ici, dans nos médias. C'était dans les années 80. Ce que vous venez d'entendre, c'était dans les années 80, des reportages clés profonds, des interviews en profondeur avec tout le temps laissé à la personne pour répondre. Ce n'est plus le cas, mais ça nous fait plaisir. Puis voilà. Et puis, il faut aussi reconnaître que habituellement, ces gens ne répondent pas à des chaînes comme la nôtre où la visibilité est de 1% de ce qu'ils ont en visibilité habituelle. Elles participent à des entretiens, à des plateaux où ils vont chercher 1 million de vues. Donc, c'était vraiment très généreux de sa part d'être là. Bon, il faut le dire, c'est grâce à Olivier parce que sinon, on n'aurait pas eu accès à quelqu'un comme ça. C'est nos contacts, c'est important. Il faut utiliser tous les contacts qu'on a. Merci, Olivier. Merci à tous les gens qui nous ont écoutés, qui vont commenter, qui vont liker, qui vont diffuser. Nous avons besoin de vous maintenant pour que cette entrevue puisse prendre le chemin d'Internet et puis qui puisse sensibiliser les gens à la réalité terrain et de l'information vécue par des reporters, par l'information qui est travaillée par la personne qui va chercher ces images. Donc, qui passe pas par un entonnoir avec énormément d'intervenants dans une chaîne télé où on enlève des images, où on ajoute un texte, on formate ce qu'on veut bien montrer. Donc, nous avons besoin d'avoir ce genre de professionnels qui nous racontent
tel quel ce qui se passe. Alors, ça fait un plaisir pour moi de partager cet écran avec toi, Daniel. Je te souhaite une belle fin de journée. Merci à tous et on se dit à très bientôt. Bye. Libre et sans censure. Effectivement.